handicap, emploi et achat responsable. Je suis avec Sylvain Coutier. Bonjour. Président de l'ATF Gaïa. ATF Gaïa, c'est ça. C'est une entreprise adaptée, n'est-ce pas? Alors, les exigences en matière de qualité d'achat attendues de la part d'une entreprise adaptée ou d'une ESAT sont-elles les mêmes que celles qu'on peut attendre du secteur ordinaire? Nécessairement, oui. Comme je dis souvent, on a la chance. Alors, le statut d'entreprise adaptée apporte, on va dire, une relation un peu différente avec nos clients. Mais à partir du moment où on a rempli justement cette contrainte que vous évoquez, c'est-à-dire d'être capable de répondre à un besoin, aux besoins d'un client dans une contrainte économique, c'est-à-dire d'être dans des prix marchés, avec un délai pour réaliser cette prestation et des niveaux de service. S'il n'y a pas ce prérequis-là, on a beau effectivement avoir des éléments différenciateurs, permettre de remplir l'obligation d'emploi, permettre de contribuer à remplir l'obligation RSE des entreprises, au travers du fait d'avoir recours à des sociétés qui sont dans l'économie sociale et solidaire, etc. S'il n'y a pas le côté, le prérequis d'être performant, d'être dans une contrainte de prix, tout le reste n'a pas lieu d'être. Donc avant tout, et aujourd'hui un grand donneur d'ordre lorsqu'il travaille avec une entreprise adaptée, avant tout c'est parce qu'elle va être capable de réaliser la prestation dont elle a besoin dans le délai requis et au bon prix. Après, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments différenciateurs. Mais oui, effectivement, et pour ce faire, on est en concurrence tous les jours avec des entreprises du milieu classique. Hein. Et ces entreprises nous ont montré ces dernières années et continuent à montrer qu'elles sont capables d'être en concurrence avec le secteur ordinaire et répondre à des offres, à des demandes de haut niveau. Alors, plus que jamais, après, aujourd'hui, s'il fallait faire un état des lieux, je dirais que répondre qualitativement en termes de prix, oui. Après, par rapport aux grands donneurs d'ordre, avoir la capacité à répondre à un appel d'offres peut-être d'envergure nationale, c'est pas toujours évident parce que les entreprises adaptées n'ont pas forcément la taille critique en termes de surface financière et en termes de représentativité sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, ça vient. Il y a des solutions aussi pour contourner ça, c'est de se regrouper entre plusieurs entreprises adaptées sous forme de groupements mutualisés d'entreprises, donc de pouvoir répondre à des appels d'offres nationaux en se regroupant les unes avec les autres. Pour autant, effectivement, aujourd'hui, on voit régulièrement des entreprises adaptées en concurrence avec des entreprises classiques et qui soutiennent très largement la comparaison et qui n'ont pas à rougir de ce qu'elles font. C'est un secteur qui s'est professionnalisé et qui s'est modernisé aussi dans les services qu'il propose. Et votre entreprise en est l'exemple parfait, puisque vous êtes dans un domaine très technique. Oui, absolument. Je dirais que le fait depuis 2005 d'avoir ouvert les anciens ateliers protégés qui sont devenus entreprises adaptées, donc ouverts aux sociétés de forme commerciale, ça a permis de faire changer considérablement les métiers. On est passé de métiers qui étaient traditionnellement des métiers de sous-traitance industrielle à des métiers de service. Et on le voit aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans le domaine du numérique notamment, puisque ça fait partie des filières prospectives. Puis c'est une filière que je connais bien parce que c'est mon domaine d'activité. Mais oui, on est parti nous d'une activité qui est le réemploi informatique, qui est une activité industrielle, pour évoluer vers des prestations autour du poste de travail en entreprise, voire même aujourd'hui sur du développement d'applications web ou d'applications mobiles. Et pour le coup, ça nous permet d'étendre notre champ d'activité, donc de coller aussi à la demande de nos clients. Et surtout de faire évoluer nos salariés et de les faire monter en compétences. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous différencie peut-être le plus d'une entreprise classique. C'est notre mission sociale, puisqu'on accueille majoritairement des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Donc oui, ce qu'on nous demande, c'est de former il y a 80% des personnes en situation de handicap au chômage qui ont un niveau de formation très faible. Donc nous, notre rôle, c'est de les faire monter en compétences et de sécuriser leur parcours. Et notamment aujourd'hui, l'évolution vers la transformation digitale est un formidable levier, et pour développer nos activités, et pour développer nos compétences, et donc par là même celle de nos salariés. Au-delà de la qualité que vous évoquez des prestations de services offertes, qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui les entreprises pour faire appel au secteur adapté et protégé ?
Alors je pense qu'on voit malgré tout une évolution des grands donneurs d'ordre où il y a de moins en moins de réticence à aller vers notre secteur, parce que le secteur aujourd'hui est encore un secteur qui est en déficit d'image, d'où l'intérêt d'avoir ce genre de salons qui ont une formidable vitrine, si ce n'est la meilleure vitrine, pour pouvoir montrer tout ce qui se propose aujourd'hui dans l'ensemble du secteur, enfin, du secteur adapté et du secteur protégé. Donc la première des raisons, c'est effectivement de ne pas avoir peur, de se confronter à des entreprises qui viennent du monde du handicap. Et je pense que voilà, ça c'est vraiment le prérequis. Après, on voit aujourd'hui que dans tous les exemples que j'ai, ce qui me frappe le plus, c'est de s'apercevoir que finalement, c'est d'expliquer aux donneurs d'ordre les conséquences de leurs décisions. Quand ils décident de faire travailler une entreprise adaptée, c'est une prestation réalisée, on va dire, on est sur des critères relativement, qui sont surtout les critères économiques. Ben nous, notre rôle, ça va être de montrer derrière les impacts que ça a chez nous, en termes de professionnalisation de nos salariés, en termes de pérennisation donc de notre modèle économique, en termes de création d'emplois. Et donc c'est de rendre, pour ces gens-là, de rendre visible ce qui est invisible au départ, et finalement de donner du sens à leur action aussi, quoi. Et voilà, on est tous, de toute façon, en ce moment, en recherche de sens, et le fait d'avoir recours à notre secteur, je pense, amène aussi du sens à ces grandes structures qui parfois sont un petit peu déshumanisées, ouais. Donc voilà, c'est surtout la quête de sens, ouais. Vous évoquiez le rôle du salon handicap. C'est la deuxième édition et la deuxième fois que vous y participez. Qu'est-ce que on est presque à la fin là de cette deuxième édition. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis toujours aussi emballé depuis l'annonce de la première édition, parce que je disais tout à l'heure, le secteur adapté aujourd'hui souffre, même si c'est de moins en moins vrai, mais souffre encore d'un déficit d'image et de légitimité. Et quand on a notamment le premier quotidien économique qui organise et qui se mobilise pour mettre en avant et mettre en lumière notre secteur, on peut pas attendre mieux. Et en plus, ça légitime, encore une fois, on fait partie de l'économie, hein. On fait partie de l'ESS. L'ESS, c'est 10% du PIB en France aujourd'hui. Les entreprises adaptées sont un modèle vertueux qui fait ses preuves, qui vient d'être récemment encore soutenu par l'État, puisqu'on a signé un contrat de développement à moins de 2 semaines qui va accompagner la création de 5000 postes en entreprises adaptées sur les 5 prochaines années. C'est 5000 emplois créés depuis 5 ans. Donc on montre tous les jours qu'on a un modèle qui est créateur de richesse et qui crée de l'emploi, contrairement à la tendance actuelle qui est un peu difficile. Donc plus on le mettra en lumière, forcément plus je serai content. Donc que les échos continuent longtemps. Sylvain Coutier, merci beaucoup. Merci à vous.